Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder une thématique précise qui devient de plus en plus populaire au fur et à mesure que les applications proposent de migrer vers cette solution justement. On va parler des AppChains qui sont des blockchains spécifiques à certains usages. On a des gros projets qui commencent à aller explorer ces terrains, donc on se doute que ça va être une narrative qui va être très populaire dans le futur. On a par exemple des projets tels que Uniswap qui ont annoncé par exemple il n'y a pas longtemps leur Unichain, qui va être littéralement une AppChain sur l'écosystème Uniswap. En fait, on va pouvoir faire des swaps à travers toutes les chaînes sans même s'en rendre compte. On a aussi Maker, mais eux, c'est un petit peu différent parce que là où Unichain et Aave, par exemple, vont se lancer sur une L2, Maker, eux, vont faire leur propre L1, mais on va en parler plus tard parce que ça va être l'un des sujets importants à explorer dans la vidéo. On a déjà des projets qui sont un petit peu spécialisés là-dedans, c'est le cas notamment de Cosmos ou encore Polkadot, même si je connais un petit peu moins, mais l'écosystème de Cosmos, c'est cette idée-là, c'est l'idée d'avoir un hub qui s'appelle le Cosmos Hub, et autour on a plusieurs blockchains qui viennent fonctionner, avec des applications et des usages dédiés à une catégorie en particulier. On peut prendre l'exemple de DYDX, qui est une plateforme de trading de contrats perpétuels on-chain, et qui a migré de Ethereum à Cosmos pour avoir sa propre blockchain dédiée à tout son écosystème. Alors bon, ça n'a pas forcément hyper bien marché, et ils n'ont pas gagné beaucoup d'utilisateurs à faire ça, tout simplement parce que, comme je l'ai évoqué avant, Cosmos, ils étaient early sur cette méta-là, et peut-être même un petit peu trop early. C'est un écosystème qui est un petit peu en perte de vitesse, alors que pourtant la technologie est vraiment superbe. Simplement, aucune redistribution de valeur n'est effectuée vers le token Atom qui représente tout l'écosystème Cosmos. Pour comprendre un petit peu mieux les AppChains, on va se pencher sur l'exemple d'abord de Maker, qui veulent faire du coup, comme je le disais, leur propre Layer 1 avec un concept de sub-DAOs qui sont des DAOs spécifiques à certains marchés. C'est ce que vous pouvez voir ici d'ailleurs. On a d'abord les sub-DAOs qui vont arriver à la phase 2, donc on a déjà le lancement qui s'est opéré avec donc Sky.money, le rebrand de MakerDAO, même si c'est un petit peu compliqué parce qu'en ce moment, ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils vont rester sur Sky ou s'ils vont repasser à Maker. Il y a un vote qui va s'effectuer vers la gouvernance dans peu pour savoir quelle direction ils vont prendre, mais pour l'instant c'est pas clair. N'empêche qu'ils ont quand même l'idée de faire des sub-DAOs et de surtout faire leur propre Layer 1 qui voudra mettre en avant l'écosystème Maker. Ça pourrait être hyper sympa sur le papier parce que notamment pour les RWA, vu qu'ils se penchent aussi là-dessus, ça nécessite une gestion du risque qui est encore plus rigoureuse et plus spécifique pour certains marchés parce que les pools classiques ne conviennent peut-être pas aux acteurs de la finance traditionnelle. Donc ça nécessite d'avoir des acteurs qui se penchent spécifiquement sur ces paramètres de risque en particulier, et ça nécessite d'avoir des sub-DAOs, donc des DAOs spécifiques à certains marchés pour rendre le tout bien plus efficient, rapide et efficace. Même si on peut quand même remettre en question le fait de vouloir faire un Layer 1, alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est bien plus pertinent de faire un Layer 2, c'est ce que beaucoup font, et on hérite de la sécurité d'Ethereum. Donc c'est vrai que refaire un Layer 1, à voir ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont changer encore une fois en cours de route, mais j'avoue que pour l'instant, on se pose quand même un petit peu des questions. Pour ce qui aide à Aave, j'ai d'ailleurs fait une vidéo détaillée à ce sujet juste ici, je te mets le lien dans la description si tu ne l'as pas vu, mais en gros, en résumé, Aave deviendra un hub avec un réseau spécifique, c'est ce que tu peux voir marqué sur cette proposition, qui est la proposition Aave 2030, sur lequel tu pourras venir déposer des actifs de n'importe quelle blockchain pour en emprunter sur n'importe quelle autre blockchain. Et tout sera concentré en un seul endroit, donc bien plus facile à gérer pour l'utilisateur. Du moins en théorie, parce qu'il n'y a pas que des aspects positifs non plus. En tout cas, l'un des aspects positifs des AppChains, mis à part ceux que j'ai évoqués juste avant, c'est que ça va apporter une nouvelle utilité au token, et je pense notamment à Aave et Uniswap. Si on prend l'exemple d'Uniswap, mais c'est la même chose pour Aave en fait, vous pouvez voir dans le white paper qu'il faudra stake du Uni pour devenir node opérateur, donc opérateur de nœud et validateur. Enfin, on va avoir une nouvelle utilité pour le token Uniswap, qui jusque-là n'en avait pas des masses. Et comme je vous le disais pour Aave, c'est marqué noir sur blanc, c'est juste marqué ici, Aave sera l'actif principal pour décentraliser le set de validateurs et de séquenceurs. Personnellement, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on crée des nouvelles utilités au token, même si du coup, on déplace aussi la sécurité, puisqu'avec un nouvel écosystème de validateurs et de séquenceurs, on ne dépend plus d'Ethereum ou de la blockchain native sur laquelle on est, que ce soit un Layer 2 ou Ethereum d'ailleurs, mais ici, on opère sa propre sécurité. C'est à prendre en compte. On a souvent tendance à dire qu'on récupère la sécurité d'Ethereum, ce qui n'est pas faux, mais au final, on vient juste déposer nos preuves sur Ethereum. Les preuves, il faut qu'elles soient intégrales, il faut qu'elles soient correctes. Et pour ça, on compte sur le set de validateurs et de séquenceurs du réseau lui-même. On peut se demander s'il n'y a pas une fuite énorme de la valeur du Layer 1, donc Ethereum, car l'activité se dissipe autre part. Ça peut se traduire du coup par une fuite de TVL, donc de valeur bloquée dans les smart contracts d'Ethereum, donc une fuite de l'activité et donc par définition des frais générés par les validateurs, ce qui implique qu'on réduit aussi le burn qu'il y a sur Ethereum, puisqu'il n'y en a plus là récemment. On a eu un petit pic il n'y a pas longtemps, donc il y avait eu quelques tokens brûlés, mais comparé à avant, c'est insignifiant, parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Et l'un des problèmes qu'on peut voir avec la Unichain, c'est que Uniswap représente un très gros volume de l'activité sur Ethereum.
Ça se vérifie assez facilement sur DeFi Lama, il nous suffit d'aller sur la blockchain Ethereum et on peut voir qu'Uniswap en 6ème position en termes de volume. Si je mets en 7 jours, ils sont quand même à 7 milliards, soit une moyenne de 1 milliard par jour à peu près de volume. C'est vraiment pas rien. Et le truc, c'est que vu qu'ils veulent faire leur propre blockchain, ils veulent déplacer la liquidité qui est native à Uniswap, donc sur Ethereum et ses Layer 2, sur leur blockchain. C'est logique, puisque c'est tout l'intérêt. Ils veulent déplacer la liquidité des pools qui est présente dans les smart contracts actuellement d'Uniswap V3 sur toutes les blockchains sur leur Unichain avec de nouveaux smart contracts du coup. Mais s'ils font ça, ça veut dire que toute la liquidité qui est actuellement sur Ethereum migrera et ne sera plus sur Ethereum mais sur Unichain. Alors certes, les contrats seront encore déployés sur Ethereum, mais là n'est pas la question. Si la liquidité se déplace, alors les smart contracts seront simplement inutilisables puisque sans liquidité, on ne peut pas faire de swap, ce qui est quand même le principe d'Uniswap. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien, tout d'abord, on s'en doute, mais parce que c'est très rentable. Si on va voir sur GrowThePie, qui est un site incroyable pour comparer un petit peu les revenus et les dépenses faites par les Layer 2, pour notamment payer les preuves sur Ethereum, on a un onglet revenus qui nous dit combien gagnent par jour les différents Layer 2. Et on peut voir qu'assez récemment, par exemple hier au moment où je fais la vidéo, on a Base qui a généré près de 90 000 $. Si on met en monthly, on peut voir que sur les 30 derniers jours, Base, qui certes croît pas mal ces derniers temps, mais ils ont quand même généré 4 millions de dollars sur les 30 derniers jours. Sachant que les coûts pour faire tourner un Layer 2 se résument principalement à la publication des preuves sur Ethereum. Sauf qu'avant, là où c'était cher, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. On a un onglet qui est aussi fait pour ça, qui s'appelle donc Rent Paid to Layer 1, qui est donc l'argent dépensé pour pouvoir publier ses preuves sur le Layer 1. Et on peut voir que justement, si on passe en daily, aujourd'hui on n'est même pas sur du 4 000 $ par jour. Là où avant le IP 4844, donc le IP qui a introduit les blobs, vous pouvez voir que les montants étaient complètement dérisoires puisqu'on était parfois sur des montants journaliers qui dépassaient les 500 000 voire 600 000 $. Ça avait rien à voir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que là où, en un mois par exemple, Base a dépensé 62 000 $ à peu près pour faire tourner son Layer 2, ils ont gagné 4 millions. Donc on s'aperçoit très vite que c'est assez rentable au final. Si on veut comparer un petit peu les métriques avec ce que ça aurait donné avant, eh bien on a un site qui est super pour ça qui s'appelle Blobscan. Et on voit qu'on a économisé depuis les blobs à peu près 10 600 Ethers, soit plus de 25 millions de dollars, de publication de preuves pour les Layer 2. Ça a littéralement tout changé. Mais le truc, c'est que ça bénéficie pas du tout à Ethereum puisqu'il ne génère plus autant de frais, les validateurs sont moins payés, il n'y a plus de burn sur Ether, et c'est peut-être, je dis bien peut-être, une des raisons qui fait qu'Ethereum sous-performe largement Bitcoin depuis quelques temps maintenant. Quelque chose qui pourrait pallier à ça, c'est qu'il y ait tellement d'activités sur les Layer 2 qu'une compétition s'installerait en termes de coûts pour rentrer dans les blobs, puisque pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est illimité. Par bloc, si je dis pas de bêtises, on a 3 ou 4 blobs, pas plus, donc ça fait que les Layer 2 ne peuvent peut-être pas tous rentrer dans le même bloc. Et d'ailleurs, autant pour moi, mais non, ici on a une transaction à 6 blobs, donc la limite a dû être remontée, et c'est bien aussi un problème qui vient s'ajouter en plus à cette solution que j'ai évoquée, puisqu'il est possible d'augmenter le nombre de blobs par bloc. Mais dans l'idée où on aurait cette compétition qui s'installerait pour rentrer justement dans les blobs, on aurait une augmentation des frais dépensés puisqu'il y aurait une compétition des prix, ce qui ferait du coup augmenter l'activité sur Ethereum puisqu'on payerait plus pour pouvoir publier les preuves sur le Layer 1. Pour ce qui est du point de vue de l'utilisateur final, en revanche, c'est pas si mal en fait que chaque application ait sa propre app chain, puisque la blockchain sera forcément taillée sur mesure, fait pour l'usage que l'on veut en faire, parfaitement adapté à son propre cas d'utilisation, donc de ce côté ce sera forcément bénéfique. Par contre, aussi à voir au niveau de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, en espérant que la liquidité ne se retrouve pas encore plus dispatchée que maintenant sur toutes les appchains qu'il y aura. On peut penser par exemple que si on veut faire des swaps, on devrait aller sur le réseau Uniswap, mais si on veut faire du lending, on doit aller sur le réseau de AAV. Donc par exemple, si j'ai des actifs en lending que je veux swap, est-ce que je suis obligé d'aller sur Unichain ou est-ce que je peux le faire sur AAV? Enfin bon, ça c'est des choses à réfléchir quand même, puisqu'au final on pourrait se retrouver à complexifier la chose plutôt qu'à la simplifier, et ce serait quand même dommage. Et quelque chose auquel il faut faire attention aussi, c'est que j'ai évoqué Cosmos, qui se basait un petit peu sur cette idée-là de faire des appchains à utilisation spécifique aux alentours. Eux, ils étaient un petit peu early sur cette vision-là, puisque sur Cosmos, on peut construire une blockchain grâce au SDK de Cosmos, au kit de développement Cosmos, et à l'IBC, donc l'interblockchain communication, ce qui facilite la communication, comme son nom l'indique, avec les autres blockchains. Et outre le fait que ça n'a pas vraiment réussi aux applications qui ont migré d'Ethereum vers Cosmos, et là encore une fois je pense à DYDX, le problème est pour moi tout autre. Le jeton Atom, qui est du coup au centre du projet Cosmos, ne bénéficie en aucun cas de la valeur apportée. Et le risque, c'est que ça devienne un petit peu similaire avec Ethereum. Même si c'est des cas différents, on ne peut pas tellement comparer Cosmos et Ethereum. C'est l'idée générale que je veux mettre en avant ici. On se retrouverait avec un token qui ne capturerait pas la valeur des applications qui construisent par-dessus,
parce qu'elles ne sont plus natives à cette blockchain. Elles bénéficient juste de sa sécurité. Et ça pourrait être un problème quand on parle du prix du token ETH. Mais d'un autre côté, c'est aussi à ça que ça sert, c'est-à-dire que comme le dit très bien Vitalik Buterin, Ethereum est un public good. Il est fait pour tout le monde, n'importe qui peut venir construire dessus ce qu'il veut, et il n'a pas été créé pour rendre les gens millionnaires, il n'a pas été créé pour que le token prenne de la valeur, même si le mécanisme de burn par exemple allait un petit peu dans ce sens-là, mais ce n'est pas l'idée de base, c'est pas ça. Ethereum n'a pas été créé pour rendre les gens millionnaires. Et du coup, suite à ça, j'ai quand même modifié un petit peu ma thèse d'investissement, puisque je trouvais que j'étais trop exposé à Ethereum. Même si à long terme, évidemment, personnellement, je reste bullish. Pour moi, c'est la blockchain qui a le plus de chances de réussir la mission qu'il s'est fixée. Mais il est vrai que les jetons de projet avec une économie réelle qui vont lancer leur propre blockchain, ça me paraît être un play pertinent. Et personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est pas avec cette idée qu'on va faire un x50, c'est sûr, mais ce n'est pas le but non plus. On est ici exposé à des projets solides qui existent depuis longtemps. C'est le cas d'AAV, de Maker et d'Uniswap qui ont tous fait leurs preuves, même si en ce moment je serais un petit peu plus prudent avec Maker car ils se perdent un petit peu, donc à voir s'ils vont réussir à corriger le tir. Mais ça me permet aussi de faire un parallèle avec le marché action qui est certes très différent, qui n'a pas la même liquidité, qui n'attire pas les mêmes acteurs, mais il y aurait quand même certaines similarités en partant dans cette direction. On regarderait par exemple bien plus les projets qui génèrent des revenus soutenables sur le long terme et qui en redistribuent une bonne partie sous forme de yield au token holder. Un petit peu comme le dividende d'une action en fait. Même si, encore une fois, c'est pas totalement comparable et il y a plein de points qui prouveraient qu'on peut pas tellement les comparer, je trouve intéressant de voir que le marché devient de plus en plus mature et que de toute façon, il va s'institutionnaliser avec le temps au fur et à mesure puisque aujourd'hui des acteurs comme BlackRock, Fidelity et tous ces gros fonds de la finance traditionnelle sont rentrés dans la partie. Si vous voulez creuser un petit peu des projets qui sont dans cette direction parce que vous pensez que c'est une bonne idée de s'y intéresser, je vous en ai donné quelques-uns dans cette vidéo. On a donc Uniswap avec Unichain, on a AAV avec son AAV Network, on a Maker, même si ce sera pas un layer 2, ce sera un layer 1, mais dans l'idée, voilà. Et on a aussi, j'ai trouvé Synthetix, qui a fait une chain qui s'appelle la Snacks Chain, et qui est spécifique à un certain cas d'usage. Donc voilà, c'est quelques idées à explorer. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse une analyse détaillée d'un projet en particulier qui irait dans cette direction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. De même que si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Ça me soutient et ça me motive vraiment à en faire plus. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.